se passe? Mais j'entends un bruit bizarre. Dans le pont ou la boîte de vitesse, on dirait. Pas toi? Oh, moi, mon vieux, j'y connais rien, tu sais. C'est mécanique où le pétrole se mélange à l'électricité. Ça pousse un peu l'accélérateur, peut-être que ça s'en ira. Ça m'étonnerait. Ah, ça y est, il manquait plus que ça maintenant. Tu crois que c'est grave? Mais c'est la boîte, malheureux. Quelle boîte? Bon, quelle boîte? La boîte de vitesse. Panne définitive. À 10h du soir un samedi, en pleine Cambrousse. Ah, nous voilà frais. Qu'est-ce que c'est que ce village? Bah, j'en sais rien, mais regarde la plaque. Attends. Verzy-les-Conches. Verzy-les-Conches. Tu connaissais, toi? Pas du tout. Ah, tiens, il y a quelqu'un. Dites donc, monsieur. Hé, Y a-t-il un mécanicien à Verzy? Non, un téléphone? celui de la poste, mais elle est fermée jusqu'à lundi. Un hôtel? Là, le mien, hôtel Cochety. C'est mon nom, Cochety. Cochety Firmin. Mais vous êtes qui des messieurs convenables, au moins. Tout à fait, mon cher hôtelier, tout à fait. Vous allez commencer par remplir vos fiches. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Je reçois pas n'importe qui, moi. Excellent principe. Un hôtelier ne saurait trop se méfier des voyageurs. À qui le dites-vous? On voit sur les routes du drôle de monde à présent. Eh bien, c'est rudimentaire, mais suffisant. Les draps sont propres. Tu prends celle-ci? Bon, ben moi celle d'en face. Ce qui est le plus inquiétant dans la maison, c'est l'escalier. Il craque comme s'il allait s'écrouler. Demain, vaudrait mieux le descendre l'un après l'autre. Ah oui? Et pourquoi? Parce qu'en cas de tremblement de terre, il y aura un survivant. J'ai arrêté d'avoir poussé cette voiture, moi. Ouais, bonne nuit, hein? Bonne nuit, mon cher maître. Ah, bon sang, mais comment s'ouvre cette fenêtre? Eh, doucement, tu vas épauler sur notre tête ce vénérable hôtel Cochety, malheureux. Ah, ça y est. Encore bonne nuit. Merci, toi aussi. T'es là? Chut, ne criez pas. C'est moi, Qui ça? Arlette. Arrête. Arlette Cochety. Ne parlez pas trop haut. Firmin se réveillerait et me flanquerait une rossée. Je suis sa fille. Ah, bon. La fille de... Hein? Non. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? J'étais obligée de passer par ici. Vous êtes le voyageur de l'auto. Tu passais par où? Par votre fenêtre, avec une échelle. L'autre fenêtre de ce côté, c'est la chambre de mes parents. Et l'escalier? Il fait trop de bruit. Seigneur, mon père serait déjà en train de me rosser avec son cuir de ceinture. Comment il vous bat? Comment? Vous voulez voir les marques? Oh, mais non, elles sont mal placées, ce serait pas convenable. Oui, bon. Allez, maintenant, filez en douce jusqu'à votre chambre. Hein? Mais vous, qui êtes-vous? Louis Deval, avocat. Tiens, avocat? Oui. Oh, j'aurais aimé être avocat. Et j'ai très sommeil, incidemment. Vous plaidez souvent? Ah, écoutez, nous parlerons de ça demain, voulez-vous? Vous êtes de Paris, naturellement. Vous êtes déjà monté à la Tour Eiffel? Oh. Mais, qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez? Vous écrasez mon complet, voyons. Excusez-moi. Ne criez pas si haut, sinon mon père va arriver avec une fourche. Avec une fourche? Oui, qu'il vous plantera dans l'estomac pour avoir essayé de me séduire. Oh. Il sera acquitté naturellement et moi j'aurai ma photo dans les journaux et je ferai du cinéma. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Les voilà défroissés. Quel chic complet. Et ma montre! Mon chronomètre! Vous avez dû le casser dans la poche du gilet. Votre montre en or, elle est là, sur la table de nuit avec votre argent et vos clés, regardez. C'est vrai. Quelle superbe montre. Quelle heure est-il? Attendez, je vous craque une allumette. Mais enfin... Là. Vous voyez? Bah oui, je vois, 10 heures. 10 heures juste? Parfaitement. Je venais juste de m'endormir quand vous êtes venu dans ma chambre. Excusez-moi. Excusez-moi, maître Deval. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Oui, bonne nuit tout de même. Puis naturellement, il n'y a pas de serrure ni de verrou. D'ailleurs, à quoi bon s'il entre des filles par les fenêtres? Espérons que je vais me rendormir. Eh mon cher
maître, debout, on les cœurs. Hein, quoi? Encore? Ah, oh, c'est toi, Richard, mais qu'est-ce qui te prend? 8 heures de sommeil ne te suffisent pas. Il est 6 heures. 6 heures? Mais pourquoi me réveiller à 6 heures? Non, alors tu es fou, allié, toi. Pour te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu et que tu ne verras sûrement de ta vie. Où ça? Au village. Plutôt à l'entrée du village. Comment tu étais déjà, toi? Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Ben si je te le dis, ce sera plus drôle. Allez, lève-toi et viens. Oh là 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 là, bon, allez. À me réveiller à 6 heures du matin quand je me suis endormi à 2. Mais qu'est-ce que tu fichais, toi, dehors, à 7 heures, hein? J'ai été réveillé à 4 heures par un tremblement de terre. La mère Cochety descendait l'escalier pour mener sa vache au pré. Eh, tiens, et voilà tes chaussettes. Ah oui, mais voilà. J'ai éclairci un mystère bucolique. Sais-tu pourquoi l'on voit si souvent dans les prés de vieilles paysannes regardant paître leurs vaches en tricotant, Oui. au lieu de les attacher tout simplement à un piquet? Oh non, alors ça, ma foi, non. Eh ben c'est parce qu'elles s'ennuient. Qui c'est, la vieille paysanne? Non, les vaches. Ah, Elles sont affectueuses et exigent la compagnie de leur maîtresse, sinon elles s'ennuient et donnent moins de lait. Je te dirais que je me fous absolument de la psychologie des vaches, sinon qu'elles s'ennuient et qu'elles donnent moins de lait. Ah, voilà, ces chaussures, je vais jamais les enfiler. Allez! Ah. Allez, pas de mauvaise humeur au moment où tu vas te mettre sous la dent une superbe affaire. Une affaire, mais quelle affaire? Eh bien, viens voir. C'est trop beau pour le raconter. Un spectacle unique, je te dis. Ah, alors allons-y. Ça, par exemple, qu'est-ce qu'elle regarde, ces gens, autour de ce calvaire? Quelque chose qui pend l'une des 3 croix, la plus à gauche. Mais, on dirait un homme. C'était un homme. Et même un notaire. Maintenant, c'est un pendu. Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour couper la corde? Les gendarmes. Mais c'est insensé! Plein de bon sens, au contraire. Mon cher, à la campagne, on est prudent. On veut pas tripoter un pendu. Il y a de si mauvaise langue. Et ces 3 qui sont assis juste en dessous, là? Primo, le garde champêtre de Verzy avec sa gypsière et sa plaque. Secondo, un vieux commandant en retraite qu'on appelle le colonel. Et Tertio, Firmin Cochety, notre sympathique hôtelier aux yeux de chèvre folle. Ils sont bâtis un petit feu, tu vois, à cause de la fraîcheur de l'air matinal, et ils montent la garde. Et ils boivent? Ouais, du café. Pourquoi ne boirait-il pas du café? D'ailleurs, nous y voilà. Bonjour, messieurs. Je vous amène, comme je vous l'avais dit, mon ami Louis Deval, un grand avocat de Paris. Une goutte de café, messieurs. On attend les gendarmes de Rethel pour constater le suicide. Suicide? Bizarre. Pourquoi bizarre? Ouais, parce qu'il me semble, colonel... Tenez, moi, par exemple, si je voulais me pendre, je commencerais par ôter mon chapeau. Ah, mon Dieu, affaire de goût, vous savez. De plus, s'il s'était pendu lui-même, il se serait débattu, cet homme. Comment la corde n'a-t-elle pas fait tomber son chapeau? Ce chapeau qui a son nœud à droite, donc à l'envers. Ah, il a dû avoir une distraction. Dans un moment pareil, c'est permis. Ah, évidemment, ça, évidemment. Et d'ailleurs, pour moi, ce pauvre monsieur Papon n'avait plus sa tête. Le choc de l'accident, voyez-vous. Ah, c'est un accident, maintenant. Ouais, naturellement, c'est un accident. Hein? Vous ne voyez pas sa voiture en bas du talus dans le pré? Où ça? Il s'est assommé sur le pare-brise, lequel est couvert de sang. Il s'est tiré de là-dedans, ne sachant plus ce qu'il faisait. Il a ramassé cette corde, l'a jetée par-dessus ce bras de la croix et a passé sa tête dans le coulant. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, la tête avec son chapeau dessus. Ouais. Décidément, vous y tenez, vous, à votre chapeau. Moins que lui. Oui, eh ben, au revoir, messieurs. Au revoir. Ouais, au revoir. Salut. Au revoir. Ah ben, ça alors, tu en as de bonnes, mon cher maître. C'est un crime. Pas long, C'est possible, mais ça ne nous regarde pas. Je leur ai donné mon avis. Mais ils te le demandaient pas, ton avis. Tu vois pas que tu les as vexés, blessés, froissés. Ils préfèrent un accident. Ils ont décidé que c'en était un. Oui, mais... Il n'y a pas de mais, mon vieux. Pas de mais. Nous sommes ici des étrangers, des gens de passage dans un petit village perdu. Nous avons couché à 300 mètres de ce calvaire. Si c'est un crime, nous serons soupçonnés. Nous? Oh, t'es fou. Notre hôtelier témoignera que nous étions chez lui, voyons. Cochety, va voir la façon dont il nous a accueillis, méfiants et grognons. Son hôtel, il dira qu'on peut en sortir et y rentrer la nuit comme dans un moulin. Ce qui est vrai d'ailleurs. Par les fenêtres, au besoin. Par les fenêtres. Et celles des chambres sont à 3 mètres du sol. N'importe quel pensionnaire peut se payer un petit tour nocturne, histoire d'aller pendre un notaire, hein. Suffit d'une échelle. D'une échelle? Ouais. Nom d'un chien, de nom d'un chien, de nom d'un chien. Maître Louis Deval. Et c'est moi, oui, monsieur le juge. Je me présente, Salvanet, juge chargé d'instruire cette affaire. Ravi de faire votre connaissance, maître. J'ai fort souvent entendu votre nom, mais je ne pensais pas vous rencontrer dans ce village perdu. Vous êtes tout à fait aimable, monsieur le juge. Oui, j'y suis tombé en panne hier soir. Et vous avez, vous et votre ami, passé la nuit à l'hôtel Cochety, un peu sommaire, hein, je crois. Ah, ça oui. Mais ma voiture avait jugé bon d'expirer devant sa porte. J'ai préféré aujourd'hui prendre une chambre ici, chez une certaine madame Voulet, qui accepte les pensionnaires. Une personne très bien, paraît-il, la châtelaine du lieu.
Et mon cher maître, je serais ravi de bavarder un peu avec vous de cette mystérieuse énigme. Ah, et cette affaire me paraît curieuse, en effet. Oui. J'ai ici un bon inspecteur. La première chose qu'il a frappé dans le village, c'est un nombre impressionnant de graffitis sur les murs. Tiens, Tous libellés de la même façon, pendez le notaire. ça par exemple, c'est un peu raide. Et puis, sans indiscrétion, vous demandez où vous en êtes de votre enquête. Ma foi, l'inspecteur Barberin croit avoir déjà trouvé la meurtrière. Tout à fait entre nous, bien entendu, mon cher maître. Il habite en Besogne, ce Barberin. Dommage qu'il se trompe. Comment il se trompe? Vous ai-je dit qui il soupçonne? Non, mon cher juge, non. Mais vous avez dit la meurtrière. Or, l'assassin peut être une femme, évidemment. Mais à une condition. Que cette femme pèse 80 kilos. Ou plus. 80 kilos, mais pourquoi? Et parce que ce malheureux notaire doit en peser au moins 70. Au moins, oui. Donc, il n'a pu être hissé sur la branche de cette croix que par une personne faisant plus que ce poids à l'autre bout de la corde. Sapristi, mais c'est vrai. Et j'ajouterai que l'assassin pourrait être un ex-marin ou un ancien soldat du génie. Tiens. Oui, parce qu'il a noué l'autre bout de sa corde au pied de la croix par un nœud assez peu connu. Un nœud d'artificier. Par exemple. Et voilà qui disculperait totalement cette Cochetie. Cochetie? Eh oui, Arlette Cochetie. Ah, oui. Maître Papon emmenait cette fille à Rethel, disent les mauvaises langues. Elle y aurait été vue hier avec lui. Le garagiste de Rethel a déclaré que le notaire avait repris seul sa voiture pour rentrer à Verzy, mais au hameau de Boulange, à 8 kilomètres d'ici, quelqu'un assure au contraire qu'il avait une femme dans sa voiture, et que ce pouvait être, cela le témoin ne peut l'affirmer, justement Arlette Cochetie. À quelle heure, monsieur le juge? 10 minutes ou un quart d'heure avant le moment du crime, fixé avec précision par la montre brisée de la voiture, 11 heures. Eh bien, Arlette Cochetie a un excellent alibi par-dessus le marché. À 10 heures, monsieur le juge, elle était dans ma chambre, à l'hôtel de son père. Dans votre chambre? Oui, où elle s'était introduite pour me déclarer qu'elle voulait faire du cinéma. Ça, par exemple. En tout bien, tout honneur. Mais j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Elle a fini par regagner sa chambre. Et comme je n'ai pu m'endormir qu'à 2 heures du matin, je suis certain qu'elle n'en est pas ressortie avant 2 heures. Je rends hommage au charme de votre conversation. Sans elle, nous courions peut-être tout droit à une erreur judiciaire. Pareil alibi de 10h à 2h du matin est péremptoire. Mais vous êtes sûr de l'heure? Absolument. Absolument, mon cher juge. Mon chronomètre ne m'arrive pas d'1 minute en 8 jours. Tenez, regardez, c'est une merveille d'horlogerie qui me vient de mon grand-père. Bravo. Et la question me paraît donc réglée au sujet de cette Arlette. Eh bien, je vais dire à Barberin de chercher une autre piste. Allez, rappelez-lui bien les 80 kilos indispensables, monsieur le juge. Plus le nœud d'artificier et aussi un podomètre trouvé près de la voiture. Pardon, un podomètre? Oui, c'est un instrument en forme de montre, rarement utilisé maintenant, qui servait à compter les pas, donc à apprécier grossièrement les distances. Tiens. Intéressant. N'est-ce pas? Mais cela s'accorde avec votre nœud d'artificier. Oui. Qui, dans un village... Oh, ça par exemple. Je viens d'avoir une idée, mon cher maître. Vous permettez? Mais je vous en prie. Inspecteur Barberin, monsieur le juge, voulez-vous convoquer le commandant Tourin, celui qu'on appelle ici le colonel? Il est justement devant la porte, monsieur le juge. Parfait. Amenez-le-moi, voulez-vous? Bien. Je vous laisse, monsieur le juge. Comme vous voudrez, mais je préférerais votre présence si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ah, aucun. Qu'est-ce que ce commandant-colonel? Un officier retraité. Il vit ici depuis 4 ans, je crois. On me l'a dépeint comme un homme nerveux, impulsif et même un peu, disons, original. Et dans quelle arme servait-il? Le génie. Ah. Le voici. Vous m'avez fait appeler, monsieur le juge. Oui, commandant. Je vous présente Maître Deval, du barreau de Paris. Enchanté, maître. Enchanté, commandant. Commandant, j'ai en effet quelques questions à vous poser. À propos de l'accident de maître Papon, je suis à votre disposition. Vous pouvez dire meurtre, commandant. Le crime est prouvé. Vraiment, monsieur le juge. Excusez-moi de rester sceptique. Papon s'est enfoncé le crâne sur le bouton de serrage de son pare-brise. Non, Maître Papon a été assassiné dans sa voiture arrêtée.
On l'a frappé avec un casse-tête par la vitre baissée de la portière. Et on a poussé ensuite la voiture dans le pré. Ce n'est pas impossible, évidemment. Mais qu'appelez-vous un casse-tête? Vous l'avez retrouvé? Non, mais je puis vous le décrire. C'est une barre ronde, terminée par une pointe et portant à son extrémité, gravée en creux, des V et des X. Comment? C'est ainsi. L'assassin a littéralement signé son crime en se servant d'une arme aussi étrange, terminée par une douille de cuivre, très probablement guillochée ornementalement de bandes de V et d'X, lesquelles se sont littéralement imprimées sur le crâne chauve et défoncé du malheureux Papon. Qu'en dites-vous, commandant? Sacrebleu. Ça, par exemple. Eh bien? Eh bien, ça ne tient pas debout. Et je vais vous dire pourquoi. Tiens, je vous écoute. C'est moi qui ai pendu le Papon. Ah! Parfaitement. Ce matin à la Brune, j'étais sorti me promener. J'ai vu la voiture dans le pré et le Papon mort dedans. Ce notaire, monsieur le juge, était une abominable canaille. Il est mort. Il tripotait les adjudications de manière à acheter lui-même les terres pour un morceau de pain. Il faisait de l'usure, volait les pauvres, détourner d'honnêtes filles en leur courant après. Assez, s'il vous plaît. Vous l'avez tué dans un moment de colère? Non, je vous répète que je l'ai trouvé mort. C'est vous qui avez écrit sur les murs du village « Pendez le notaire » ? Non, moi je me bornais à le crier dans le nez du Papon, toutes les fois que je le rencontrais. Et c'est bien pour ça que l'idée m'en est venue. Vous l'avez assommé hier soir et pendu pour l'achever. Mais absolument pas. Le voyant là, mort dans sa voiture et bien tranquille, j'ai été d'abord stupéfait. Puis je me suis dit presque aussitôt, comment un pareil coquin finir sa vie de coquinerie comme le ferait un honnête homme dans un banal accident d'auto? C'est révoltant. Eh bien non, mon gaillard, je t'ai prédit 100 fois de ton vivant que tu finirais au bagne ou pendu, je m'en vais te pendre mort. Ce sera mieux que rien. Et vous l'avez pendu? Mort, parfaitement. Ce podomètre vous appartient? Oui. Bon, il sera tombé de ma poche pendant que je tirais Papon de sa voiture. Allons donc, vous avez commencé à avouer, inutile de nier le reste. Vous l'avez assommé. Parce que c'était un malhonnête homme, selon vous. Non. Si. Je me vois au regret d'être obligé de vous arrêter, commandant. Sous quelle inculpation? D'assassinat. À quelle heure? J'ai mes heures pour assassiner, moi. Hier soir, entre 10 et 11 heures. Oh, ça, impossible. Je regrette, monsieur le juge, absolument impossible. J'étais au presbytère. Au presbytère? Parfaitement. Hier soir, j'ai joué au bridge de 9h jusqu'à minuit, avec le curé, monsieur l'abbé Boutreau, et sa gouvernante. Et un mort. Au presbytère? Oui. Ça sera vérifié. Mais en attendant, vous avouez avoir pendu Maître Papon. Oui, qu'est-ce que ça fait? Comment qu'est-ce que ça fait? Je veux dire, qu'est-ce que ça me coûtera d'avoir pendu un mort? Maître Deval, vous êtes avocat. Voulez-vous être le mien? Mon Dieu, commandant, oui, peut-être, si vous êtes inculpé. Parfait, je vous arrête. Comme avocat, naturellement. Est-ce un délit de pendre un mort? Non. Pardon, cela ressemble à une violation de sépulture. Je ne crois pas, monsieur le juge. Le corps n'étant pas enterré, il n'y a pas violation de sépulture. Insulte à cadavre? Pas prévu dans le code, monsieur le juge. Alors insulte à la magistrature, c'est une plaisanterie de très mauvais goût. D'accord, monsieur le juge, mais ne visant nullement la magistrature. Mon client n'a pas essayé un instant de tromper, de moquer la justice. Au contraire, à ses risques et périls, il est venu l'empêcher de s'égarer sur une fausse piste. Ça n'est pas un meurtrier supposé qui a pendu ce notaire, c'est moi. Rien de plus correct. Quel hommage à la justice! Au contraire, que cette sincérité, cette candeur. Ce que c'est que d'avoir la langue bien pendue tout de même. Bravo, maître. C'est bien, commandant. Votre alibi sera vérifié. En attendant, vous pouvez disposer. Vous aussi, maître Deval. Mes civilités, monsieur le juge. Au revoir, monsieur le juge. Je me rends chez madame Voulet au château où je resterai à votre disposition. Adieu, maître. Monsieur Deval. Maître. C'est vous, Arlette? Oh oui, je voudrais vous parler. Dans quel état vous êtes, mon petit? Mais remettez-vous, voyons. Je vous ai vu sortir de chez le juge et j'attendais que le colonel vous quitte. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le juge? Qu'il me soupçonne? Qu'il vous soupçonnait, mais... On m'a dit que vous étiez un avocat, un grand avocat. Au nom du ciel, défendez-moi, je suis innocente, je n'ai jamais tué personne. Et on va dire que c'est moi. Calmez-vous, voyons, calmez-vous. Alors, pourquoi va-t-on dire que c'est vous? Parce que Papon me courait après, que je me laissais conduire par lui à Rethel, à la ville. Mais c'est pour trouver le moyen de sortir de ce trou. Nous crevons de misère, nous, les cochetis. Alors on croit que... Mais je suis une honnête fille, monsieur, je vous le jure. Bien sûr, mon petit, bien sûr. Acceptez de me défendre.
Je suis innocente. Je vous paierai par mensualité. Je vais avoir une place de serveuse à Rethel. Un avocat, on dit tout, n'est-ce pas? On peut tout dire et c'est lui qui vous défend. Oui, mais... Oh, acceptez, je vous en supplie, ou bien je vais me flanquer à la rivière tout de suite. Je suis innocente, mais j'ai très peur. Bon, j'accepte. Oh, merci. Oh, merci. Merci, vous me sauvez la vie. Parce que... Ouais. J'étais dans la voiture. On s'en serait douté. Oh, vous voyez? Papon m'a embarqué à la sortie de Rethel. Je cherchais un autostop pour rentrer avec quelqu'un d'autre que lui. Mais j'avais pas trouvé. Bon, ensuite. D'habitude, quand il me ramène, au lieu d'arrêter près de chez moi, il fait exprès de me débarquer au milieu du village, sur la place. Exprès, le malfaisant. Exprès pour me compromettre, faire croire aux gens que... Bon. Mais hier soir... hier soir, je lui ai fait peur. J'ai empoigné le volant et je l'ai secoué. Il a bien fallu qu'il s'arrête. Je me suis échappée et je suis rentrée tout droit à la maison. Par la fenêtre de ma chambre. Oui. Et naturellement, le juge me soupçonne. Il vous soupçonnait, oui. Mais je lui ai dit que vous étiez avec moi à 10 heures. Oh, merci. Oh, merci. J'avais tellement peur que vous n'ayez pas osé le dire pour vous éviter des histoires. Oh, vous êtes un chic type, alors. Oh, oui, un chic type, le plus chic type qu'il y a sur la Terre. Il ne faut pas vous mettre dans un état pareil, ma petite. Oui, alors. Vous allez être interrogé, hein. Et vous direz exactement la vérité, voilà tout. Voulez-vous faire quelques pas avec moi? Je vais chez Madame Voulet. Oh, bien sûr. Dites-moi, vous ne connaîtriez pas quelqu'un dans le village possédant un maquila basque? Un maquila? Oui, c'est une canne avec un pommeau de corne plombé en bas avec une douille de cuivre généralement gravée autour du plomb. Non. Non, je ne crois pas. Pourquoi? Eh bien, parce que pour vous disculper plus complètement, j'aimerais trouver l'assassin. Or, à mon avis, c'est d'un maquila basque qu'il s'est servi. Ma foi? Non, je n'ai jamais vu ça ici. Est-ce que le juge le croit aussi? Non, mais il n'en sait rien. C'est une idée à moi. Mais il faudra que je lui communique. Voilà Madame Voulet. Tout ça. Bonjour Madame Voulet. Je pourrais vous dire un mot? Oui, bien sûr, Arlette. Entre par ici. Bonjour, monsieur. Maître, je veux dire. Bonjour, madame. Votre ami est au premier avec les bagages. Ah, te voilà, cher maître. Le juge ne t'a pas confié qu'il allait nous arrêter tous les deux? Non, rassure-toi. Mais moi, je suis très ennuyé. Voilà que mon chronomètre déraille. Il retarde de 6 minutes. Non, pas possible. Ah si, c'est formidable, ça pourtant. Tu te rends compte, un chronomètre pareil, qui venait de mon grand-père, en fait, tu le sais. Oui. Ben voilà. En revenant de la mairie, tu vois, j'ai entendu une radio qui donnait l'heure. Eh ben, il n'y a pas de doute. Il retarde de 6 minutes. Ah bah oui, hein, regarde, tu as ta montre, toi? Oui. Tu vois, ben voilà, 6 minutes. Ah, c'est formidable. C'était, je comprends que c'était énorme. C'est curieux, ce fait-là. On a l'impression que tout le monde est ravi de la disparition du notaire. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Au notaire? Hein? Non, au chrono. Oh, tu vas en faire une maladie, sûr. Tiens, je crois que j'entends notre hôtesse dans l'escalier. Charmante, délicieuse, mon vieux. Elle, c'est le contraire du papon, tout le monde l'adore. Si elle avait 20 ans de moins, parbleu, je l'épouserais. La malheureuse. Merci. Entrez. Êtes-vous satisfait de votre chambre, monsieur Deval? Mais j'en suis enchanté, madame. Et quel joli mobilier ancien. Je suis contente qu'il vous plaise. Mais c'est dans ma propre chambre que j'ai réuni les meubles les plus intéressants. Si cela vous amusait d'y jeter un coup d'œil. Mais avec plaisir, madame. Avec plaisir. Après vous, je vous en prie. Celle-ci est la chambre de ma fille, Colette. Elle est en pension à Reims et je ne la vois qu'en vacances. Ça doit être une grande privation pour vous, madame. Oui, très grande. Voici ma chambre à moi. Entrez, je vous prie. Oui, pardon. Très bien, madame. Très, très bien. Il n'est pas un bibelot qui sonne les portes. Oui. Et ce secrétaire. Asseyez-vous, maître.
Pardon. Voilà. Et excusez-moi. Je voulais vous parler hors de la présence de votre ami. Ah, je vous écoute. Et si vous êtes galant homme, ainsi que je le crois, vous serez indulgent à ma curiosité. Le bruit court que vous vous intéresseriez vivement au meurtre de Maître Papon et que vous aideriez le juge d'instruction Salvanet à rechercher le coupable. Est-ce exact? Oui et non, madame. Enfin, jusqu'ici, je me suis borné à l'empêcher d'arrêter une innocente, qu'une coïncidence mettait en danger. Mais, le cas échéant, je l'aiderai à mettre la main au collet de l'assassin, ainsi que tout bon citoyen doit le faire, évidemment. Même si cet assassin n'a agi qu'en légitime défense? Ah, en ce cas, les jurés l'absoudront. En êtes-vous certain? Absolument certain? Eh bien, évidemment non. Mais il y a toujours un risque que le jury n'envisage pas cette légitime défense sous le même angle que le meurtrier, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous feriez-vous auxiliaire de la justice? Et si j'avais la conviction, premièrement, qu'il y avait de la part du meurtrier légitime défense, et deuxièmement, que celui-ci serait incapable de la démontrer à un jury, non. Toutes ces questions de ma part ont dû vous paraître un peu étranges. Bah, oui. Mais, tenez, si vous vouliez me donner votre parole de garder le secret, je pourrais vous dire le vrai motif de la mort de Maître Papon. Une vengeance, n'est-ce pas? Non. Oh, il ne manquait pas d'ennemis. En 20 ans, il avait réussi à s'adjuger le tiers des terres de la commune. Mais il ne s'agit pas de cela. Le meurtrier a tué pour sauver un des siens. C'était le seul moyen qui lui restait. Ici, tout le monde le sait. Allons, madame, on peut toujours s'adresser à la justice. Non, maître. Il y a des attentats affreux que ne punit ni même n'empêche aucune loi. Oui, c'est vrai, il existe des cas rarissimes de ce genre, je ne le nie pas. Et si véritablement l'homme en question n'avait aucun moyen légal de se protéger, lui et les siens... Aucun. Eh bien, madame, ce meurtrier a ma parole que je garderai son secret. Merci, maître. Et imaginez, par exemple... Oh, mais qu'avez-vous, madame? Vous n'allez pas vous tomber mal, voyons. Non, maître. Je suis cardiaque et sujette à des malaises de ce genre. Auriez-vous l'obligeance de me passer ce flacon, là, sur la table? Et cette carafe? Merci. Quelques gouttes de cette drogue remettent mon cœur en route. Voilà. Et vous êtes encore toute pâle, madame. Voyons, voulez-vous que je vous laisse reposer, que j'appelle quelqu'un? Non, maître. Je vous ai fait venir ici pour une confession et j'irai jusqu'au bout. Une confession? C'est moi, maître. Et moi seul qui ai tué Papon. Oh. Vous avez ma parole, madame. Je vous écoute. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une fille, maître. J'ai perdu mon mari il y a 14 ans. Je suis restée seule ici, avec mon enfant. Tenez, voici sa photographie. La séparation d'avec elle m'est cruelle, à un point que vous ne sauriez imaginer. Oh, quelle ravissante jeune fille, madame. Et quel âge a-t-elle? 18 ans. Voilà 2 ans qu'il m'a fallu l'envoyer à Reims, en pension. Que je me prive de ma fille unique, ma seule raison de vivre. Que je la maintiens prisonnière entre les 4 murs d'un couvent. Mais pourquoi, madame? Ah, j'ai eu tort, maître. Nous aurions dû partir toutes les deux, aller vivre à Reims ou à Paris. Mais il aurait fallu liquider les quelques terres qui nous restent. Et que Papon aurait acheté à vil prix les convoitants. Personne ici n'aurait osé mettre une enchère, on le connaît. Et le commandant Tourin a déjà parlé au juge de choses de ce genre. Toute profession, et même celle de notaire, la plus honorable qui soit,
Qu'on porte des brebis galeuses, madame. Malheureusement, Papon ne guettait pas que nos terres. Figurez-vous qu'il y a 2 ans, le misérable est tombé amoureux de Colette. De votre fille? Et elle avait 16 ans, maître. Au début, j'ai eu peine à le croire. Il en avait, lui, 45, et courait ouvertement après toutes les gotans du village et les grues de Rethel. Mais il me la demanda bel et bien en mariage. Par exemple. Je refusai tout net, arguant de la différence d'âge. 29 ans. Et je me résignais à envoyer Colette à Reims. Elle ne se doutait de rien, la pauvre petite. Elle ne comprenait pas comment j'avais pu me décider brusquement à prendre cette mesure barbare, et dont elle me voyait souffrir autant qu'elle. Aux vacances de Pâques cette année, elle m'a supplié de la laisser venir ici. Je croyais la fantaisie de Papon passer, j'eus la faiblesse d'y consentir. Je n'en pouvais plus. Je le conçois, madame. Eh bien, au 3e jour de ses vacances, je l'ai vu revenir à la maison épouvanté. Ce misérable avait fait sa déclaration et sa demande en mariage au coin d'un bois, et d'une manière. Oui, je vois. Colette me supplia de la renvoyer immédiatement, ce que je fis. Mais Papon ne renonçait pas. Il se mit à écrire à Reims des lettres que ma pauvre enfant jetait au panier devant les religieuses, sans les ouvrir. Pourtant, celle-ci s'inquiétait. Elle ne comprenait pas que je ne puisse empêcher quelqu'un d'écrire tous les jours à ma fille. Tous les jours? J'allais trouver Papon. Je lui déclarai que puisqu'il désirait tellement mes terres, il les aurait. Il me répondit qu'il aimait ma fille, que si je la laissais venir ici, il la persuaderait de sa sincérité et l'épouserait. Et que si je n'acceptais pas... Eh bien? Il faut que vous sachiez tout, maître. À la mort de mon mari, je me suis trouvée toute seule, avec ma petite fille à élever. Papon n'était pas à cette époque ce qu'il est devenu. Il m'a parlé de mariage. Nous n'avons pas été jusque-là. Mais pendant quelques semaines, croyant en sa sincérité, j'ai été imprudente. Oui, madame, passons. Samedi, d'anciens fermiers à nous, les Gauthier, m'avaient invité à dîner à l'occasion du 10e anniversaire de leur dernier fils, dont j'étais la marraine. Leur ferme n'est qu'à 2 kilomètres d'ici. En y allant vers 6 heures, je fus dépassé par l'auto de maître Papon, emmenant à Rethel une fille. J'étais bien résolu à lui échapper. À aller avec Colette me noyer dans l'indifférence d'une grande ville quelconque. Je ne voyais, je vous le jure, que ce moyen de la sauver de ce débauché. Je vous crois, madame. À la fin du dîner, qui fut simple et charmant, et me fit sentir ce que j'allais perdre en quittant Verzy, je refusai de passer la nuit chez les Gauthier. L'aîné des fils, Jean, proposa de me raccompagner. Je refusai aussi, pour ne pas lui gâter sa soirée. Alors il me mit dans la main une canne basque qu'il avait rapportée de son service militaire. Un maquila, comme vous l'avez deviné. Oui. Je l'entends encore, maître, ce pauvre Jean. C'est bon pour voyager de nuit, madame Voulet. Si un traîneau vous attaque sur la route, un moulinet et pan. Avec ça, un enfant assommerait un bœuf. Ensuite, madame? Je ne rencontrai personne jusqu'au calvaire. J'allais prendre un raccourci qui part de là, derrière les jardins, quand j'entendis une auto. Je fus inondé de lumière par des phares. Je me retournai. Je ne vis rien, ébloui. Mais lui, Papon, m'avait vu, hélas. Il s'est arrêté. Après m'avoir frôlé de si près, bien que je me sois garé, que je me demande... Mais peu importe. J'avais sauté sur le bas-côté. Il passa la tête par la portière et ordonna « Approchez donc, je ne vous mangerai pas. Je vais même vous rendre vos lettres. » Vos lettres? Oui. Mes lettres d'il y a 8 ans. Du temps où j'avais envisagé... Oui. Ensuite? Mon sang ne fit qu'un tour. Je m'imaginais, figurez-vous, que c'était vrai. Que ma torture allait finir, qu'il avait changé d'avis. Je ne sais quoi. Enfin, comme une sotte, je m'approchai. Pour m'entendre dire... Finissons-en. Votre fille passera ses vacances ici. Vous ne m'interdirez plus de la voir et vous me laisserez courir ma chance.
Je fus prise d'un mouvement de rage et de désespoir affreux. Je répondis non, nous partons. Elle ne remettra jamais les pieds ici. Et alors? Il riposta, pas de ça, ou bien ce n'est pas à vous que je donnerai vos lettres d'il y a 8 ans, mais à elle, tout le paquet, complet. Vous saisissez? Ah. J'avais reculé d'un pas, épouvanté, affolé, suffoqué comme si j'avais reçu un coup en pleine poitrine. J'ai levé machinalement la main qui tenait le maquila. Je vous jure, maître, que ce fut chez moi une secousse nerveuse, un geste inconscient. J'entendis un craquement d'os. Il tomba sur son volant. Ensuite? Ensuite, j'entendis une voix qui me criait dans l'oreille. Il faut faire quelque chose, Madame Voulet. Grand Dieu, un témoin? Y avait-tu un témoin? Oui. Il me secouait le bras. Il disait, j'ai tourné le volant, aidez-moi à pousser l'auto, elle ira dans le pré. Non, n'ôtez pas vos gants. Et vous ne les avez pas ôtés? J'ai obéi, comme un automate. L'auto a glissé en effet dans le pré en contrebas. Et je suis rentré chez moi par le sentier derrière les jardins, sans rencontrer personne. Ce témoin qui vous a aidé ne parlera pas? Non. Le maquila? Je l'ai brûlé. Que comptez-vous faire, madame? Attendre. Je ne veux pas d'un procès qui me salirait aux yeux de Colette et qui salirait ma fille elle-même. Si l'on parle de m'arrêter, je sais ce qui me reste à faire. Je suis cardiaque, vous le savez. Je prends régulièrement de la digitaline, alors on peut se tromper de dose, n'est-ce pas? Si une innocente est arrêtée à ma place, je ferai de même, après avoir écrit la vérité au juge. Une innocente? Pourquoi une innocente? Le témoin est une femme. Je vous ai dit mon secret, maître de Val, mais celui-là ne m'appartient pas. Cette femme m'a sauvé, tout simplement. Madame, vous n'avez pas compris que je suis convaincu que je ferai tout au monde pour vous faire acquitter? Il n'y aura pas de procès, je vous le répète. Il me faut cependant, et tout de suite, mettre en garde ce témoin. Cette femme, contre des imprudences pouvant la perdre. Et vous, par contre-coup. Voyons, madame. Impossible, maître, absolument impossible. Je vous répète que ce secret ne m'appartient pas. D'ailleurs, la personne en question ne court aucun danger d'être soupçonnée. Et si elle en court jamais, j'avouerai. Bien, madame. Mais surtout, si cette seconde hypothèse se réalise, ce qu'à Dieu ne plaise, ne prenez pas de solution extrême, je vous en conjure. Faites confiance à la justice. Oui, oui, maître. Et faites confiance à moi aussi, votre défenseur. Oui, oui. Et merci infiniment de votre promesse de silence. Vous avez ma parole. En attendant, bon courage. Au revoir, madame. Au revoir, maître. Merci. Eh bien, mon cher maître, quand je te disais que tu aurais une affaire superbe à te mettre sous la dent. Quelle affaire? Ben, celle-ci. Il m'est venu une idée à moi. C'est d'écrire une tragédie à la manière de Sophocle. De Sophocle? Oui. Sur la mort du notaire? Oui. Écoute. Voici Papon, le héros. Oui. Une force de la nature. Il est né conquérant. Il lui faut toutes les femmes qu'il rencontre, tous les biens et tout l'argent qu'il peut saisir. Et un jour, poussé par son destin, le héros Papon rencontre, il y a 8 ans, la douce et tendre Madame Voulet, l'héroïne. Mais, Roger, qu'est-ce que tu racontes? Ma tragédie. Papon prend cette femme et passe. À une autre, à 20 autres, puis un jour, vieilli mais riche de butin, il tombe en arrêt devant celle qui doit être la femme de sa vie. Et c'est la fille de son ancienne victime, l'exquise Madame Voulet. Oh. Une fille qui ressemble tant à sa mère qu'il croit retrouver celle-ci à 16 ans. Bon Dieu, mais qui t'a dit? Tout le village, mon cher. Laisse-moi continuer. Mais voilà que la mère se dresse contre le héros Papon. Elle donnerait toute sa fortune, elle donnerait sa vie pour sauver son unique enfant de ce don Juan vorace et insatiable. Hélas, personne, absolument personne, ne peut l'aider dans son combat dérisoire. Seule solution, Eh bien, celle que l'héroïne vient de te raconter. tu as écouté à la porte? Oh, espèce de... Oui. Oh, c'est épouvantable, ça, c'est indélicat. Pourquoi, mon cher maître? Si c'est pour un bon motif. Comme tout le village et toi-même, je suis d'accord pour me taire, bien entendu. Tout le village? Non mais tu crois que tout le village? Mais oui, je crois. Cela fait beaucoup de monde dans la confidence. Mais la justice des hommes laisse échapper tant de coupables qu'on hésite à lui faire arrêter une innocente, n'est-ce pas? Une innocente, disons plutôt une future acquittée.
En tant qu'avocat, je préfère. Mais sinon, ce sera la fin de ma tragédie. L'héroïne boira la coupe du poison, échappant ainsi aux furies de la justice, obéissant aux dieux. Sauvée par elle, sa fille Colette arrivera trop tard. Le cœur des gens du village se lamentera, l'enterrera et, suivant l'usage, se précipitera au bistrot de la Grand Place pour y vider un pot. Enfin, je veux dire, faire les libations funéraires rituelles. À propos, mon cher maître, comment va ta montre? Ma montre? Oui, ton fameux chrono qui vient de ton grand-père. Oh, ma foi, je n'y comprends rien. Il a pris 6 minutes de retard dans la nuit du crime, et maintenant il ne varie plus. Parfait. J'avais peur qu'Arlette ne l'ait détraqué. Délicieuse, cette gosse. Arlette Cochetti? Comment? Eh ben, quand elle est venue te réveiller à l'hôtel, mon cher maître, qu'est-ce que tu crois? C'était pour tes beaux yeux? Elle t'avait jamais vu? Moi, je ne sais pas. Eh ben, moi, je crois savoir. C'était pour te demander l'heure, tout simplement, mon vieux. L'heure? Mais oui, elle avait assisté au meurtre de Papon sur la route à 11 heures, d'après la montre de la voiture. Parce que c'est Arlette, le fameux témoin, bien entendu. Oui, bien Elle est rentrée affolée à l'hôtel, par ta fenêtre, et sur la table de nuit, dans un rayon de lune, elle voit briller un superbe chronomètre. Nom d'un chien! Elle le retarde aussitôt d'une heure, d'un coup de pouce, avant de te réveiller pour te faire constater qu'il est 10 heures, à seule fin que tu puisses l'affirmer au juge le lendemain. Oh, la matine! Enfin, pourtant, au matin... Il ne retardait plus que de 6 minutes. Ben oui. Eh bien, mon cher, cela prouve que cette charmante Arlette est rentrée dans ta chambre avant l'aube, alors que tu ronflais. Oh. Pour donner à ton chrono le coup de pouce inverse, mais à tâtons. Bah, elle s'est trompée de 6 minutes, c'est pas pendable. Comment, papa d'homme? Mais elle a tourné les aiguilles à l'envers! Oh, la gredine! Ah non, mais quand je pense que j'ai empêché le juge de l'arrêter, moi... Oh, bah, heureusement. Une innocente. Innocente, Oh, enfin. écoute, mon vieux, sans te vexer, quel dommage qu'elle soit pas venue me demander l'heure à moi. Quelle délicieuse fille. Mais quelle femme, hein? Cette madame voulait. Oui, bah, à ta place, je ne me ferai pas de soucis pour elle ni pour personne. Le seul vrai coupable est mort. Bah, quant aux autres, ils ont bien mérité l'impunité, non? Alors là, tu peux faire confiance au juge Salvanet. Il comprend toujours tout et ne voit jamais rien.